bienvenue dans le deuxième épisode du Retour du jeudi. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur le coût du capital et sur le travail. Alors, avant de rentrer dans le détail, dans le débat, je vous propose de regarder un journal télévisé un peu particulier qui va déjà poser la base du débat. On apprend aujourd'hui la fermeture de l'usine de Sarange du groupe ArcelorMittal. ArcelorMittal, qui fait pourtant des bénéfices, estime que son site de Sarange n'est plus rentable. Du côté de la bourse de Paris, les sociétés du CAC 40 se portent bien. En effet, les 40 plus grandes entreprises en France ont versé 56 milliards d'euros en 2014 à leurs actionnaires. En 30 ans, le montant des dividendes a été multiplié par 20 et la tendance s'est affolée ces dernières années. De 2008 à 2013, plus de 250 milliards d'euros de dividendes ont été distribués aux actionnaires. Le patronat accuse, le travail coûte trop cher. Avec la théorie de la non-évolution, les hommes sont entrés dans un système de rentabilité financière à tout prix. C'est l'âge du coût du capital. Le groupe Metalex en est un parfait exemple. Créé à la fin des 30 Lumineuses, Metalex a connu une réussite exceptionnelle en fabriquant les outils de fer destinés aux chasseurs-cueilleurs, qui auparavant ne se servaient que de pierre. Pour lancer Metalex, le patron bâtisseur M. Energex a fait appel à des apporteurs de capitaux, les actionnaires. Et il a aussi emprunté de l'argent à la Banque nationale de pierre. L'entreprise connaît rapidement un succès foudroyant, entre en bourse et est rachetée par le fonds d'investissement Profitex. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est la fin de la logique de production industrielle pour Metalex. À sa tête, Monsieur Simplex. Son salaire est en partie payé en actions et sa mission est claire. Il doit suivre la roue infernale de la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire donner toujours plus d'argent aux actionnaires cannibales. Et pour cela, il participe joyeusement à la désindustrialisation du pays. En fermant des usines grottes, en licenciant une partie des travailleurs du fer, en gelant le salaire des autres. Il emprunte même à la Banque nationale de pierre pour payer les dividendes. Il arrête aussi d'investir dans la recherche et le développement. L'État s'alarme et décide de renflouer la besace de Metalex, en lui faisant cadeau d'exonération et d'allègement de taxes et d'impôts. Mais ça ne suffit toujours pas. Le coût du capital explose et a des conséquences désastreuses sur les hominités. Chômage massif, pauvreté, précarité des travailleurs, ralentissement de l'économie, baisse des recettes de l'État et menaces sur les acquis sociaux. Pourtant, à l'âge du coût du capital, les travailleurs hominidés sont essentiels à la création de valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par les entreprises. Malgré cela, ils sont payés au lance-pierre, tandis que les actionnaires, eux, sont rémunérés sans produire de travail. Depuis plusieurs années, Metalex, comme les autres sociétés du Grand 40, ne cesse d'augmenter la part des dividendes dans la valeur ajoutée. Et pendant ce temps-là, la part des salaires diminue et diminue encore. Sur la planète des Homo fricus, la répartition des richesses est de plus en plus barbare. Il est grand temps de sortir de l'ultralibéralisme cannibale et de la préhistoire. Question capital pour un champion. Catégorie période historique. Je suis une ère où la richesse créée par l'entreprise ne sert plus seulement à rémunérer le capital, mais aussi à en faire bénéficier ceux et celles qui la produisent, les travailleurs. Je suis une maîtrise du coût des dividendes et des intérêts. Je suis une ère où les banques financent l'investissement productif plutôt que la spéculation. Je suis une époque qui réforme les impôts des entreprises pour favoriser une redistribution de la valeur ajoutée vers le développement, les salaires, les emplois et la formation. J'assure à la fois un haut niveau de protection sociale, une reconquête industrielle, un service public de qualité et une revalorisation du travail. Je suis un futur où les acteurs de la financiarisation de l'économie, banques comme actionnaires, sont responsabilisés et où les salariés ont un droit d'intervention dans la gestion de leur entreprise.
Je suis un futur où les salaires sont augmentés. Je suis le début d'une ère où la répartition des richesses est plus solidaire et plus juste. Bonne réponse! La CGT s'engage pour plus de justice sociale et de solidarité. Voilà. Après ce petit film, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui crée de la richesse? Le travail ou le capital? Pour y répondre, je vous propose d'écouter Nasser, qui est conseiller confédéral pour la CGT. Qu'est-ce qui crée de la richesse? Le travail ou le capital? Ce qui crée de la richesse nouvelle, c'est bien le travail humain. Ni la machine, ni l'argent ne créent de la richesse nouvelle. Vous mettez 1000 € ici et vous revenez dans un mois. Il n'y aura pas 1000 € et 100 € de plus à côté. De l'argent ne crée pas de l'argent supplémentaire. Maintenant, vous achetez avec ces 1000 € une machine, vous revenez dans un mois, il n'y aura pas un produit à côté non plus. Pour que la machine serve à quelque chose, il faut qu'un être humain la fasse fonctionner. L'argent et la machine représentent ici le capital. Sans le travail, point de capital. Tout commence et finit donc par le travail humain. De nos jours, les richesses créées par les travailleurs sont réparties entre le capital et le travail sous forme de salaire. Par salaire, on entend aussi les cotisations sociales, y compris la part patronale. Ces cotisations servent à financer notre protection sociale. Ce qui ne va pas aux travailleurs a 3 destinations. Une partie va à l'État sous forme des impôts payés par les entreprises. Une autre partie est utilisée pour l'investissement. Le reliquat va aux propriétaires et aux actionnaires, surtout sous forme de dividendes. Les patrons disent que le travail coûte cher et que ce n'est pas bon pour notre compétitivité. Quelle est leur solution? Eh bien, selon eux, il faut réduire la part des travailleurs dans les richesses créées. Les salariés connaissent bien cette chanson. Entre 1983 et 1989, la part du travail dans les richesses créées a chuté de 10 points. Depuis la fin des années 80, les actionnaires gagnent chaque année 100 milliards d'euros de plus par rapport à ce qu'ils gagnaient en 1983. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la part des salaires dans les richesses créées est plus faible qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes donc devant un recul historique sans précédent. À qui a profité cette chute de la part des salaires dans les richesses créées? Aux actionnaires. Jusqu'au milieu des années 80, la part des dividendes versés aux actionnaires dans les richesses créées était de l'ordre de 5%. Depuis, ça monte régulièrement. Aujourd'hui, sur 100 € de valeur que produisent les salariés, 25 € sont versés aux actionnaires. Les patrons disent que c'est nécessaire pour augmenter l'investissement. C'est faux. L'argent qui va aux actionnaires, c'est aussi autant d'argent qui ne va pas à l'investissement. En effet, la hausse des dividendes versés aux actionnaires n'a pas conduit à la hausse des investissements. Au contraire, depuis 2005, le montant des dividendes versés aux actionnaires dépasse même les investissements réalisés par les entreprises. Pas assez de salaire, pas assez d'investissements, pas assez d'emplois, on comprend pourquoi le chômage ne baisse pas. Ce qui coûte, c'est donc le capital et non le travail, les salaires ou les cotisations sociales. Pendant cette crise, alors que le chômage augmente et le pouvoir d'achat des travailleurs baisse, la rentabilité financière des entreprises, elle, ne baisse pas. Diminuer de moitié les dividendes permettrait de gagner 120 milliards d'euros par an. De quoi investir, créer des emplois et réduire le déficit de la sécurité sociale et du budget de l'État. C'est pourquoi la CGT considère que pour sortir de la crise, il faut augmenter les salaires, l'emploi qualifié et l'investissement. Pour y arriver, nous avons besoin de syndicats plus forts. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à adhérer à la CGT et à prendre toute votre place dans notre organisation. Après cette explication de Nasser sur le coût du capital, on comprend mieux que les cotisations sociales ne sont pas des charges. Et souvent, c'est abus de langage de dire que le travail coûte cher et qu'il y a trop de charges, sont mal expliqués. Effectivement, il y a les charges et les cotisations.
Mais pour comprendre, je vous propose d'aller sur la planète Jupiter. Vous allez voir un petit film sous forme de dessin animé qui nous explique là-bas comment se passent les cotisations sociales et les charges. Sur la planète Jupiter, tout est pyramidal, vertical et disruptif. On nous explique que le travail coûte un pognon de dingue et qu'il faut baisser les charges. Redescendons sur Terre et voyons ce qui est. Les charges sociales sont des cotisations prélevées sur les salaires. Il y a la part salariale et la part patronale. Regardez de plus près votre bulletin de salaire. Toutes ces lignes servent à rembourser les dépenses de santé, financer les retraites, le chômage, les allocations familiales, la formation. En les baissant, on pompe sur la solidarité nationale. Pour quel résultat? La politique de réduction des charges depuis 1993 n'a pas endigué le chômage. Plutôt que de baisser les charges, on doit muscler les salaires. Plus de force de travail égale plus de capacité de production, égale plus de force de travail égale plus de capacité de production, et vous voyez la logique. Un muscle entraîné peut supporter plus facilement les charges. Bref, si tu muscles ton jeu, Robert, tu peux devenir champion du monde. Moralité, le ruissellement de la sueur mouille le maillot de l'économie réelle au lieu d'aller dans les bulles de champagne des actionnaires. Puisque sur Jupiter on nous répond, peut-être qu'on peut nous expliquer comment se passe la sécurité sociale. Qu'est-ce que la sécurité sociale? C'est un grand parapluie inventé après la Deuxième Guerre mondiale. Le Conseil national de la résistance s'est dit que tous, nous avions droit de nous couvrir contre les intempéries de la vie. Le parapluie de la Sécu a 5 baleines. Non, pas comme ça, mais comme ça. Le parapluie a 5 baleines, donc, qui lui permettent chacune de se protéger d'un risque spécifique. C'est un régime par répartition, car les efforts sont consentis par les salariés, les patrons, l'État, selon leurs moyens. En d'autres termes, c'est la solidarité. Sans la Sécu, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les gens qui réussissent n'en ont rien à cirer car ils ont désiré. Et les gens qui ne sont rien n'auront rien. Des petits malins veulent recourir à la retraite par capitalisation. On place l'argent au casino, sur les marchés financiers, et quand il y a un crack, eh bien, rien ne va plus. Et comme au casino, c'est toujours la banque qui gagne. Moralité, on ne peut rien contre la pluie, mais on peut tous se protéger de l'eau avec un bon, grand et solide parapluie. Allô Jupiter, parlez-nous des impôts. Payons-nous trop d'impôts? À quoi servent-ils? Payer le service public, les hôpitaux? Les impôts, c'est une grande pompe qui prend dans la poche de chacun selon ses moyens et qui redistribue pour le bien commun. Un peu, plus un peu, plus un peu, ça fait beaucoup. Les routes, les transports en commun, les hôpitaux, les écoles, la poste, les musées nationaux, les tribunaux, etc. La diminution des impôts, c'est donc moins de professeurs, moins d'infirmiers, moins de facteurs, moins de cheminots. Mais bon, personne ne laisserait faire ça, hein? Eh bien, c'est ce qui se passe. On coupe, on casse, on démantèle, on ne remplace pas les fonctionnaires et on s'étonne que l'école marche moins bien, que les lignes SNCF ferment, qu'il faut faire 50 km pour aller à l'hôpital, que ceci, que cela. Évidemment, quand on est riche, on n'a qu'à traverser la rue pour prendre sa voiture et aller à l'hôpital ou à l'école privée. Quand on est pauvre, on n'a plus que nos yeux pour pleurer ou nos voix pour hurler. Moralité, quand le Gaulois réfractaire au recul n'est pas content, non seulement il a raison de râler, mais il se doit aussi de lutter. Parce que nous, sur Terre, les fonctionnaires n'ont pas une belle image. Ils sont traités de fainéants. Et vous? Comment voyez-vous les fonctionnaires de chez vous, de là-haut? Redescendons sur Terre et voyons ce qui est. Qui sont les feignants? Les travailleurs qui gagnent leur argent à la sueur de leur front ou les spéculateurs qui font fortune à la bourse? Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de boursicoter. Qui sont les cyniques? Les riches dont on a supprimé l'impôt sur la fortune ou les pauvres dont on a diminué les aides personnalisées au logement? L'allègement fiscal des riches, c'est loin d'être le summum de la lutte. La fiscalité, c'est une usine à gaz. Personne n'y comprend rien, sauf moi. Mais si on y regarde de plus près, on voit des niches. Couchez, Médor! Ah non, pas comme ça, mais des niches fiscales.
Ça fait moins de bruit, mais ça devrait nous inciter à lutter. L'impôt sur le revenu est progressif. C'est-à-dire que plus on a, plus on paie. Normal, non? Mais on a baissé les taux sur les tranches les plus élevées. Et il y a un autre impôt bien caché, la TVA, que smicards et milliardaires paient au même taux sur les produits. Et si, au moins, on supprimait la TVA sur les produits de première nécessité? Moralité, l'impôt pêche peu et il ramène de l'inégalité sociale. Rendons-le plus juste. En fait, ce qu'il faudrait nous expliquer, c'est qu'est-ce que le service public? Imaginez une société sans service public. C'est comment chez vous, à Les Jupiter? actionnaires sont des feignasses incapables et les employés du privé de valeureux héros qui portent seuls la charge de production de la richesse nationale. Redescendons sur Terre et voyons ce qui est. Que deviendrait une entreprise sans secteur public? Déjà, privés d'école, les travailleurs seraient moins bien formés, donc peu qualifiés. Ils devraient aller au boulot sur des routes mal entretenues, mal éclairées ou dans des transports en commun jamais à l'heure. Malades ou accidentés, ils devraient se débrouiller tout seuls, à leurs frais, ou aller au travail diminué. Une affaire au tribunal? La justice trop chère a disparu. Débrouillez-vous, ma bonne dame ou mon bon monsieur. Outre qu'ils sont nécessaires pour le bien-être des citoyens, les services publics favorisent la productivité au travail du salarié, bénéficient aux employeurs et créent de la richesse pour le pays. Mais si le service public est partout, la reconnaissance de l'État est nulle part. Moralité, le service public est un investissement à long terme au service du secteur privé. Rien ne sert de les opposer. Allez, pour terminer cette émission, je vous propose de donner la parole à Mathieu, qui est responsable du pôle économique de la CGT. Mathieu, si tu peux nous résumer un petit peu tout ça, nous expliquer, on a bien compris que le travail n'est pas un coût, qu'en travaillant, nous produisons de la richesse, mais en fait, le capital, si je comprends bien, il nous coûte cher, très cher. C'est le plus cher à l'économie. Est-ce que c'est le salarié au SMIC, dont le coût serait trop élevé du fait de son salaire, ou est-ce que c'est en revanche, ou à l'inverse, les actionnaires qui reçoivent plusieurs centaines de milliers d'euros de dividendes? Combien nous coûtent en réalité les actionnaires? Combien nous coûte le capital? C'est la question qu'on va essayer de se poser ici. Et après quelques éléments de décryptage, vous devriez voir que en fait, ce qui nous coûte très cher, c'est effectivement le capital, pas le travail. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Pourquoi parle-t-on du coût du capital à la CGT? La première raison, c'est qu'en fait, pas grand monde n'en parle. Donc ce serait bien de le faire. Vous avez certainement entendu parler du coût du travail. Ça fait une bonne trentaine d'années qu'on nous répète que les travailleurs coûtent trop cher. Mais bizarrement, la question du capital, elle, n'est pratiquement jamais posée. Des chercheurs se sont penchés sur la question, mais reprenons quelques idées fondamentales. Le travail, c'est la source de la création de richesses. Dans la production, il y a du capital et du travail, mais si vous mettez du capital tout seul, il ne va pas produire grand-chose. Il faut du travail pour valoriser le capital. Donc la question en fait du travail est très souvent mal posée pour la raison également que quand on parle du coût du travail, on ne parle jamais de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire la productivité du travail, l'efficacité avec laquelle les travailleurs produisent des richesses. Et là-dessus, le constat est assez clair. On est en France dans le haut du panier, dans le très haut du panier. On est, pour le dire clairement, 25% plus productif que nos voisins italiens ou britanniques. Ça veut dire concrètement que si vous arrêtez de travailler le jeudi soir, vous produirez toujours plus qu'un salarié britannique qui travaillerait jusqu'au vendredi soir. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Autant dire que le problème n'est pas le coût du travail, mais bien celui du capital, comme je vais vous le montrer tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est le coût du capital? Là, les définitions varient un petit peu. Certains chercheurs parlent eux de surcoût du capital, mais pour garder une définition simple, on va dire que c'est la part qui est non réinvestie du profit. C'est d'un côté les intérêts qui sont versés aux banques quand on fait un prêt, typiquement. C'est de l'autre, et de manière beaucoup plus importante, les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Très clairement, le coût du capital explose, on le voit à travers les dividendes qui sont versés aux actionnaires. La part des bénéfices qui étaient versés aux actionnaires, c'était 30% en 1980, c'est 85% aujourd'hui. Non de Zeus! On est à des niveaux qui sont aberrants, qui font de nous d'ailleurs les champions d'Europe du versement de dividendes. C'est au moins une victoire pour l'économie française, pas forcément pour les travailleurs. En réalité, l'investissement stagne, on est bon an mal an autour de 10-12% du PIB quand les dividendes, eux, explosent. Ce qui veut dire plusieurs choses, mais ce qui veut dire en fait d'abord que les dividendes versés ne servent pas à financer un nouvel investissement. Là encore, les chiffres sont assez éloquents.
Pour chaque investissement nouveau en 1980, on versait dans l'économie 50 centimes de dividendes. Aujourd'hui, c'est 2 €. On marche complètement sur la tête. Mais alors du coup, si cet argent n'est pas réinvesti, où va-t-il? Eh bien, en vérité, il vient gonfler les poches de ceux qui ont déjà les poches bien remplies. Ils viennent du coup aussi, ces dividendes, creuser les inégalités au sein des pays et au niveau international. Où va l'argent ensuite? Quand il n'est pas épargné par les plus riches, eh ben il est réinvesti, mais pas dans le productif, trop peu rentable. Il sert en fait la spéculation boursière et il sert en fait au final à financer ce qu'on ne voudrait pas financer, c'est-à-dire de nouvelles bulles, et puis le prochain crack financier peut-être aussi. Que faire du coup? Voilà une vaste question, les réponses sont complexes, mais il y a au moins 2 axes sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est faire exactement l'inverse de ce que fait le président Macron, c'est-à-dire non pas favoriser la spéculation, mais l'empêcher, en définanciarisant le plus possible l'économie. Ça veut dire non pas soutenir les actionnaires, mais ça veut dire les taxer massivement ce capital improductif qui dort dans leur poche, pour en fait redonner du souffle tout simplement à l'économie. Ça nous permet aussi derrière, une fois qu'on a taxé ces dividendes qui ne servent pas à grand chose, comme on a pu le voir, et ben à travers un pôle financier public par exemple, de réinvestir massivement dans l'économie. Plus grand boss de toute la ville, Picsou. Deuxième point, c'est faire aussi l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, c'est redonner toute sa place au travail et aux travailleurs. Au lieu d'en faire des variables d'ajustement pour la rentabilité actionnariale, c'est faire en sorte que les salariés dans l'entreprise aient un droit de regard sur ce qui se passe dans l'entreprise et un droit d'intervention. Ça passe notamment, entre autres mesures, par des droits suspensifs pour les CSE et ça passe aussi par une refonte complète et repenser complètement le statut des administrateurs salariés, leur statut, leur rôle et aussi leur nombre. Le combat contre la finance, il se tient aussi dans l'entreprise et c'est aussi un combat que les militants CGT doivent être capables de mener. Où est-ce qu'il a appris à négocier?